Je me présente, je suis Madame Colmin, je suis la directrice de la scolarité et de la vie étudiante. Et donc, c'est une présentation à deux voix, même s'il n'est pas présent sur cette session-ci. Tout ça a été préparé, bien évidemment, avec le professeur Henri Château, qui est le directeur des formations ici à l'école. Et nous remercions nos étudiants, vous voyez, qui nous pilotent et sans qui nous serions victimes de la technique, en particulier moi, donc Solène et Maxime, pour cette présentation-ci. Donc, le but du jeu, c'est de vous présenter le cursus vétérinaire. Et on se doute que si vous êtes tous là, c'est parce que vous avez envie de devenir vétérinaire. Donc, on reparlera tout à l'heure quelques instants des différentes voies de concours qui peuvent vous permettre d'atteindre ce but. Mais là, ce que je veux commencer par vous dire, c'est que quelle que soit la voie de concours que vous allez emprunter, vous allez aboutir dans l'une des 4 écoles vétérinaires qui existent en France, puisqu'il y en a 4. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 4 écoles fonctionnent selon un processus commun et en interaction très étroite, les interactions augmentant au cours des années. Et donc, ce qui symbolise cette interaction des 4 écoles, eh bien, c'est le logo que vous voyez ici, le logo de École nationale vétérinaire de France. Vous voyez que ce logo comporte 4 couleurs et nous vous avons illustré, encadré par la couleur attribuée à l'école. Ici, l'école de Nantes. L'école d'Alfort, ici l'école de Toulouse, qui vous le voyez tout de suite a un campus un petit peu plus vert que les autres peut-être, et ici l'école de Lyon. Donc, vous aboutirez dans l'une de ces écoles, nous vous le souhaitons, mais quelle que soit l'école dans laquelle vous ferez vos études, le diplôme est commun. Il y a un seul diplôme de docteur vétérinaire en France. Et ce diplôme, il est commun et il vous apprend à vous occuper de toutes les espèces animales. Donc ça, c'est un point très important qu'on souhaite que vous preniez en compte dès maintenant, parce que peut-être que vous nous écoutez en ayant dans l'idée de soigner des chevaux et vous vous dites, moi, j'approcherai pas un chat. Ou à l'inverse, vous voulez soigner des chats et vous vous dites, moi, j'approcherai pas une vache. Eh bien, il va falloir pendant vos 4 ans ou 5 ans d'études, pardon, que vous fassiez des concessions sur ce point-là, puisque le diplôme est commun et il est multi-espèces. Et cette polyvalence du diplôme est l'un des points qui le rend reconnu par tous les pays européens. Donc, c'est un point très important. Donc voilà pour le diplôme, et nous avons une formule consacrée. La formule qu'on emploie souvent, c'est de dire que vétérinaire, c'est une profession mais des métiers. Donc un diplôme unique et commun, mais une multiplicité de manières d'exercer son métier. Et c'est le but des autres présentations de la journée que de vous décrire l'ensemble de ces métiers. Donc, évidemment, vous avez 4 écoles possibles, mais nous allons parler de la nôtre. Et en illustration ici, vous avez l'entrée d'honneur de l'école d'Alfort. Vous voyez notre porche d'honneur et vous apercevez au loin ici la statue de Claude Bourgelat, qui est le fondateur des écoles vétérinaires françaises. Donc justement, Claude Bourgelat, vous le voilà en plus gros plan. Alors une diapositive sur l'histoire de l'école, parce que vous allez voir que cette histoire imprègne très très fortement notre campus. Donc Claude Bourgelat a fondé l'école vétérinaire d'Alfort en 1765. Donc pour vous donner quelques repères, c'est sous Louis XV, avant la Révolution française. Et il a choisi cet emplacement. Ici, vous avez une vieille carte de la région parisienne, avec Paris tel qu'il était à l'époque. Et puis ici, vous avez la Marne qui se jette dans la Seine. Et vous avez ce petit triangle-là, au confluent donc de la Marne et de la Seine. Ce petit triangle se situe à Charenton. Et vous avez ici une illustration du pont de Charenton, évidemment un peu ancienne, il a changé depuis. Mais cette diapositive a pour but de vous expliquer que stratégiquement, l'école était située aux portes de Paris. Alors, c'est la seconde école créée par Claude Bourgelat. 2 ans avant, il avait fondé l'école de Lyon. Mais la particularité de notre école, et en ça, elle est vraiment unique en Europe, c'est que c'est la seule école française qui est restée sur son site d'origine. Vous avez vu les illustrations des 3 autres écoles dans la diapositive précédente et vous avez pu voir que les bâtiments étaient très très modernes et qu'ils étaient plutôt situés en périphérie des centres
centre-ville. Nous sommes restés près du pont de Charenton. Et d'une certaine façon, c'est non pas le centre-ville, mais l'agglomération parisienne qui a un petit peu englouti le campus. Donc, cette origine et cette pérennité donnent un cachet particulier à notre campus. Et notre campus est très, très marqué par son héritage. Et en voici quelques illustrations. Vous avez ici l'amphithéâtre Fragonard tel qu'il était au début du siècle, avant la guerre de 14. Et vous aurez plus tard des photos de cet amphithéâtre totalement rénové. Et tout au cours de cette visite virtuelle, je crois qu'on vous le fait visiter. Nous avons également une bibliothèque. Ici aussi une photographie qui doit, elle, dater plutôt des années 40 et qui est en cours de restauration. Et puis surtout le musée Fragonard, du nom d'Honoré Fragonard, qui était un anatomiste et qui a été le premier directeur de l'école et qui est très connu pour ses modèles anatomiques, ici un écorché, mais il n'y a pas que les écorchés, même si c'est en général comment dirais-je, les pièces les plus connues du musée. Il y a énormément de pièces anatomiques que Honoré Fragonard a initiées, qui sont à la fois une part de notre patrimoine et qui continuent à servir en enseignement quand nous en avons besoin. Donc ce patrimoine, c'est une richesse, mais il faut l'entretenir, il faut le rénover. Et puis parfois, il faut aussi savoir aller au-delà du patrimoine et construire des choses nouvelles. Donc depuis les années 2000, notre campus est en pleine mutation et nous essayons d'allier tradition et modernité. Tradition avec ici une première illustration, vous voyez, de bâtiments anciens que les architectes ont réussi à rénover en intégrant des parties, la plupart du temps extérieures, des bâtiments anciens et donc en leur gardant leur cachet. Donc toujours un extérieur qui conserve le patrimoine, mais bien évidemment un intérieur moderne. Et quand nous sommes amenés à construire de nouveaux bâtiments, l'objectif des architectes est qu'ils s'insèrent dans cet ensemble patrimonial. Donc ici, vous voyez, vu de loin, entre un bâtiment ancien et un bâtiment nouveau, vous retrouvez quand même une certaine continuité. Et nous avons eu besoin, bien évidemment, de construire de nouveaux bâtiments. Ici, par exemple, le bâtiment Camille Guérin, qui est notre pôle pour tout ce qui est la gestion des risques biologiques en enseignement, puisque quand vous faites des autopsies, des dissections ou des TP de microbiologie, on ne pouvait pas continuer à faire ça dans des bâtiments anciens. Donc, beaucoup de travaux sur le campus depuis les années 2000. Et ça n'est pas terminé, car si vous avez la chance de venir parmi nous, eh bien en 2022, vous verrez et vous utiliserez ce nouveau bâtiment qui sera notre agora, notre cœur de campus. Et dans ce nouveau bâtiment, vous aurez à nouveau, vous retrouverez toujours l'intégration d'éléments du patrimoine ancien, mais nous aurons deux grands amphithéâtres connectés, parfaitement modernes, et des salles de TD, pareil, tout à fait confortables. Alors, si la visite avait eu lieu en réel, eh bien aujourd'hui, vous n'auriez vu que peut-être le reste de ces briques. Et pour le moment, là, vous auriez vu une grande zone de démolition, puisque nous en sommes à l'étape de la démolition et les travaux de construction vont bientôt commencer. Donc ça, c'était pour vous donner un petit aperçu complémentaire des autres éléments que vous avez aujourd'hui, mais sur le campus. Mais il ne faut pas oublier que notre campus, que vous retrouvez ici, en fait, est sur deux sites. Alors, je profite juste encore de cette image pour continuer à vous situer géographiquement. Vous avez ici la Marne qui va se jeter dans la Seine. Et voilà, notre campus, c'est ce triangle que nous connaissons par cœur vu d'avion. Les illustrations précédentes, c'était l'entrée d'honneur ici, la statue de Claude Bourgelat. Le bâtiment, l'amphithéâtre Fragonard est ici. Et puis, plus on va vers cet angle du campus, plus on va vers la vie étudiante, avec ici le terrain de foot et ici les deux bâtiments des résidences étudiantes. Donc, bien que nous soyons maintenant entourés par l'urbanisme, vous voyez que nous arrivons quand même à préserver des espaces verts. Mais il est évident que notre deuxième campus, qui est situé en Normandie, donc près de Caen, plus précisément un petit peu plus près de Cabourg, qui s'appelle le Siral, lui est beaucoup plus vert, puisqu'il y a beaucoup plus de place dans ces endroits-là.
Donc le CIRAL, il était impossible de développer de telles installations dans la région parisienne, donc il s'est implanté il y a maintenant un certain nombre d'années. Et CIRAL, ça veut dire Centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines. Puisque les chevaux qui occupent maintenant beaucoup plus les vétérinaires que les chevaux de trait autrefois, ce sont surtout les chevaux de course. Et donc, chez ces chevaux, bien évidemment, toutes les affections qui vont, comment dirais-je, qui vont porter atteinte à leur manière de galoper ou de trotter ou de galoper vont être importantes. Et nous avons développé un centre de recherche très, très pointu sur ces aspects-là. Donc, 2 sites pour notre école. Donc, encore quelques chiffres, ça permet bien d'illustrer. Sur ces 2 sites, eh bien, nous avons 800 étudiants actuellement. Donc, ça représente 10 hectares aux portes de Paris. Je vous ai montré la vue d'avion, notre triangle arboré aux portes de Paris, au pont de Charenton. Et donc, pour s'occuper de ces 800 étudiants, eh bien, nous avons à peu près 140 encadrants pédagogiques. Et là, il y a des choses qui sont différentes par rapport à ce que vous pouvez vivre dans votre cursus jusqu'à présent, pour les plus jeunes d'entre vous. C'est que nos enseignants sont ce qu'on appelle des EC, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs. Nous allons parler de la recherche dans quelques minutes, mais c'est une valence aussi très importante de notre campus. Donc des enseignants-chercheurs, mais aussi des chercheurs purs, des gens qui ne font que de la recherche, que vous croisez quand même de temps en temps pour des conférences ou quand vous faites des stages dans leur laboratoire. Et puis des gens qui sont praticiens hospitaliers, qui sont assistants hospitaliers et des résidents. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'un résident. Donc ces praticiens hospitaliers, ces assistants hospitaliers, eh bien, ce sont des personnes qui travaillent dans nos 4 centres hospitaliers universitaires vétérinaires, nos 4 CHUV. En effet, votre enseignement, ce qui fait sa richesse, c'est que finalement, quand vous êtes à Alfort, pas tout de suite en arrivant, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais au bout d'un moment, eh bien, votre enseignement a lieu directement dans un centre hospitalier. Nous sommes en fait, en quelque sorte, une grosse clinique vétérinaire. Donc là, vous avez des illustrations. Vous avez le centre hospitalier animaux de compagnie. Vous voyez ici les chiens, les chats. Vous avez les animaux de production, vous voyez ici une vache à l'étable, vous avez l'équine, tout le domaine de l'équine, c'est tout ce qui concerne les chevaux, et puis vous avez aussi la faune sauvage, et vous avez ici une illustration, je dois vous avouer que je crois que c'est un renard, j'en suis pas certaine, mais je crois que c'est un renard. Donc, 4 centres hospitaliers universitaires vétérinaires. Et évidemment, pour faire fonctionner tout ça, il n'y a pas que les enseignants, il y a aussi environ 200 membres de personnel administratif et technique au service du fonctionnement du campus. Alors, tous ces gens-là ont finalement 3 missions principales. Une mission première qui est la formation initiale, c'est celle qui vous concernera, je l'espère pour vous. La formation initiale, elle s'arrête quand vous avez obtenu votre diplôme de vétérinaire, mais de nos jours, vous savez bien qu'avec l'explosion des connaissances, on apprend tout au long de sa vie. Et donc, nous offrons aussi aux vétérinaires diplômés, nous leur offrons aussi la possibilité de revenir sur le campus et de suivre des formations continues. Alors là, bien évidemment, dans des domaines beaucoup plus spécialisés. Donc ça, ce sont nos missions d'enseignement, qu'elles soient initiales ou continues. Bien évidemment, vous l'avez vu, nos 4 centres hospitaliers, eh bien, leur mission, c'est le soin aux animaux, qui permet de vous apprendre ce soin aux animaux, mais il faut bien le conduire à bien. Et puis, la valence recherche, que nous développons beaucoup au sein de l'établissement et qui concerne de la recherche soit fondamentale, soit appliquée, ou soit de la recherche clinique. Alors, quelques mots sur la recherche avant de focaliser plus sur l'enseignement. La culture de la recherche, c'est très important dans l'enseignement supérieur parce que ce sont les connaissances acquises en recherche qui alimentent l'enseignement et qui le font progresser. Donc, nos champs d'action, eh bien, c'est étudier les animaux pour savoir comment les soigner et comment contribuer à leur bien-être, mais aussi, et on va en reparler, améliorer la santé humaine à travers les études qui sont réalisées sur les animaux, et quelque chose que vous, comment dirais-je, une valence à laquelle vous pensez tous beaucoup moins en général, sauf cas particulier bien sûr, qui est de préserver la sécurité alimentaire, et je vais vous en reparler tout de suite. Donc, des chercheurs qui travaillent dans ces 3 champs d'action, mais qui sont réunis en 2 pôles de recherche.
Donc, un pôle sur les maladies animales, les zoonoses et les risques infectieux. Les zoonoses, ce sont toutes les maladies que les animaux peuvent transmettre à l'homme. Et je pense que ce mot, vous le connaissez peut-être plus, malheureusement, avec l'actualité que nous vivons tous. Et puis, un deuxième pôle sur la physiopathologie et la thérapie du muscle, de l'appareil locomoteur et de la reproduction. Donc, deux grands pôles de recherche et au milieu de, comment dirais-je, au sein de ces deux pôles de recherche, 9 unités de recherche. Et ces 9 unités de recherche travaillent évidemment en partenariat avec les grands instituts de recherche dont vous connaissez très très certainement les noms au niveau français, l'Institut Pasteur, en particulier en ce moment en virologie sur les coronavirus, l'INRAE, qui a longtemps été l'INRA, l'ANSES et l'INSERM. L'ensemble de ces deux pôles de recherche produit presque 200 articles scientifiques par an. Alors, c'est peut-être un chiffre qui ne vous dit rien si vous êtes éloigné de tous ces domaines, mais sachez que c'est une production scientifique qui est loin d'être négligeable. Donc, voilà un petit peu une vue de notre campus, aussi bien en termes bâtimentaires, en termes de fonctionnement, en termes de collaboration de recherche. Et nous allons focaliser un tout petit peu plus, évidemment, sur le cœur de cette présentation, le diplôme et la formation que nous délivrons, la formation qui y conduit. Donc, je vous l'ai dit, un diplôme qui concerne toutes les espèces et qui est reconnu dans toute l'Europe. Sur cette diapositive, vous avez un schéma général du cursus. Je vais juste le balayer. Ce schéma, vous le retrouverez sur notre site sans aucun problème. Ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'il y a tout d'abord un cycle dit préparatoire, donc qui est en train de changer. Je pense que vous allez assister ou vous avez assisté à la présentation qui est totalement dédiée à ces changements, donc je ne vais pas insister, mais actuellement, il y a plusieurs voies de concours. La voie A, qui est celle dite des classes prépa, de la classe prépa BCPST, ouverte dans notre école pour 110 étudiants. La voie B, pour les gens qui passent par la fac et qui passent le concours après la L2, qui est ouverte dans notre établissement pour 17 étudiants. La voie C, pour 30 étudiants maintenant chez nous, ce sont les étudiants qui ont fait un BTS ou un BTS agricole et qui font une prépa ATS pour préparer ce concours. Et puis des voies un petit peu plus, comment dirais-je, non pas minoritaires, mais des voies pour lesquelles nous avons très peu de place. La voie D, nous avons une place par an, c'est une voie passerelle qui permet à des gens qui sont déjà docteurs en médecine, en pharmacie ou qui ont déjà un M2, éventuellement un diplôme d'ingénieur, de se reconvertir complètement. Mais sachez qu'il y a très très peu de place par cette voie qui n'est pas vraiment une passerelle, puisque si vous êtes admis, vous faites quand même l'ensemble des études comme les autres, si je puis dire, et la voie A qui est, je pense, nous concerne très peu aujourd'hui, qui est destinée aux gens qui réussissent à la fois les ENS et à la fois l'école vétérinaire, et nous avons 3 places par ce concours. Donc voilà différentes voies de concours qui mènent à un tronc commun de 4 années. Et au bout de ce tronc commun de 4 années que je vais vous redétailler un tout petit peu plus dans les diapositives suivants, eh bien au bout de ces 4 années où vous faites tous la même chose, donc où vous apprenez tous des choses sur les chiens, les chats, mais aussi les vaches, les chevaux, les abattoirs, la sécurité sanitaire des aliments, comment dirais-je, tous aspects du diplôme confondu, eh bien vous obtenez un premier diplôme qui est ici, qui s'appelle le DEFV, le diplôme d'études fondamentales vétérinaires. Alors ce diplôme, il est important parce qu'une fois que vous l'avez, eh bien vous pouvez travailler chez un vétérinaire, vous pouvez avoir un contrat de travail en tant qu'assistant. Donc vous commencez enfin à gagner des sous parce que jusque-là, vous n'en gagnez pas du tout. Comment dirais-je, l'assistanat, la condition, c'est que vous soyez encadré par un vétérinaire senior qui valide vos actes parce que vous n'êtes pas encore docteur vétérinaire, vous êtes simplement titulaire du DEFV. Donc, vous pouvez travailler chez un vétérinaire, mais vous devez obligatoirement aussi réaliser votre 5e année pour aller jusqu'au bout de vos études. Et au cours de cette 5e année, nous quittons le tronc commun qui était ici pour les 4 années, et là, vous pouvez faire le choix d'approfondir dans un domaine.
Donc à ce moment-là, vous faites le choix soit d'approfondir pour les animaux de compagnie, les animaux de production, les équidés, donc les chevaux, mais vous pouvez aussi faire de la santé publique vétérinaire, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre 5e année dans une école particulière, dans un petit coin de l'école de Lyon, et vous allez vous spécialiser en réglementation, vous allez apprendre tout ce qui concerne l'hygiène en industrie alimentaire, agroalimentaire, puisque les animaux de production, on les élève dans tout un tas de buts, mais en particulier, eh bien, tout simplement aussi pour nourrir les êtres humains. Donc, tant qu'on mangera encore de la volaille, des bovins, même encore des chevaux, même si la filière est minime, eh bien, il faudra que les vétérinaires veillent à ce que, concernant toutes ces filières, l'hygiène soit respectée et que de cette manière, aucune maladie ne soit transmise à l'homme. Donc, c'est cette filière un peu particulière de santé publique vétérinaire dont vous avez déjà des éléments dans votre tronc commun, mais que vous pouvez aussi choisir d'approfondir en 5e année. Vous pouvez aller dans l'industrie pharmaceutique en particulier, ou vous pouvez vous diriger complètement vers la recherche, puisque vous l'avez vu, au cours de votre cursus, vous allez avoir la possibilité de découvrir ce qu'est la recherche au sein du campus. Alors, pendant cette 5e année, vous faites une partie d'approfondissement très peu théorique, mais dans nos chuves, où vous avez encore des encadrants, mais vous avez aussi votre thèse d'exercice, votre thèse de doctorat vétérinaire à préparer. On vous encourage à la commencer d'ailleurs beaucoup plus tôt qu'en 5e année. Dès la 3e année, on commence à vous dire n'oubliez pas, il va y avoir la thèse, vous devez la préparer, mais vous allez la soutenir en fin de 5e année. Et c'est à l'issue de votre soutenance de thèse que vous serez déclaré docteur vétérinaire et que vous pourrez exercer pleinement sans avoir le besoin de la supervision par un senior. Alors, une fois que vous serez docteur vétérinaire, eh bien, tout ce tronc commun et tout cet approfondissement, vos études de formation initiale seront terminées, mais vous pourrez néanmoins continuer. Vous pourrez continuer en 3e cycle. Vous pourrez faire un internat concernant soit les animaux de compagnie, soit les équidés, soit les bovins. En 1 an, il y a un concours et vous restez 1 année de plus au sein de l'école pour là vous vraiment approfondir encore plus un domaine au sein de cet internat. Et puis ensuite, vous pouvez, de 2 manières différentes, continuer à vous spécialiser, soit en effectuant un résidanat de 3 ans, soit en effectuant un diplôme national de spécialisation. Et ce sont ces fameux résidents qui restent encore plus longtemps que l'internat dans nos chuves, qui participent aussi à la formation des étudiants. C'est pourquoi vous les aviez tout à l'heure dans les 140 personnels enseignants, encadrants au sens large du campus. Et puis, si vous avez choisi la 5e année recherche, eh bien, vous pouvez tout à fait continuer et faire ce qu'on appelle un PhD, c'est-à-dire un doctorat d'université dans les domaines vétérinaires. Et ce doctorat, vous pouvez le réaliser dans un laboratoire du campus ou ailleurs, bien entendu. Donc, voilà un petit peu le schéma général du cursus. Et la formation continue dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est en plus encore de tout ça, tout au long de votre vie, puisque vous apprendrez tout au long de votre vie. Alors, nous, là, on va focaliser un petit peu sur la formation initiale et je vais vous parler de nos objectifs que nous avons pour vous en formation initiale, de nos modalités pédagogiques que nous mettons en œuvre au sein du cursus. On parlera un tout petit peu plus donc des 5e années où vous approfondissez puis vous vous spécialisez et puis on vous parlera du fait que nous aussi, nous apprenons tous les jours et nous essayons tous les jours d'améliorer tout ce fonctionnement. Donc, pour bien vous former, pour bien former un vétérinaire, il faut bien comprendre quelles sont les missions des vétérinaires. Et j'ai déjà posé quelques petites pierres dans mon discours, mais on veut que vous compreniez bien qu'un vétérinaire, évidemment, vous avez tous en tête qu'il contribue à soigner et à protéger les animaux. Si on faisait un micro-trottoir, c'est ce qui vous vient à tous spontanément et c'est bien naturel.
mais ne perdez vraiment pas de vue que c'est loin d'être le seul rôle du vétérinaire. Et le vétérinaire est un agent de la santé publique. La santé publique, c'est la santé des animaux, mais la santé humaine aussi. Et il doit, le vétérinaire, assurer la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale. Les aliments d'origine animale, eh bien, je vous l'ai déjà dit, ce sont les bovins, les volailles, les porcins, les lapins, enfin tous les animaux que nous allons élever, soit pour les manger, soit pour utiliser aussi les sous-produits comme le cuir animal, toutes ces filières qui découlent de l'élevage animal. Et là, l'enjeu, c'est la maîtrise des zoonoses, donc les maladies que les animaux peuvent nous transmettre, soit parce que nous les avons mangés, soit simplement parce que nous avons été en contact avec eux. Il y a des zoonoses alimentaires et puis il y a aussi des zoonoses qui ne sont pas alimentaires. Et là encore, eh bien, si nous sommes en ligne maintenant, c'est parce que ces zoonoses existent, car sinon vous seriez tous sous le beau soleil parisien en train de visiter le campus. Alors, bien évidemment, le vétérinaire a aussi un rôle dans la préservation de l'environnement. Ceux qui connaissent la campagne, ceux qui connaissent les élevages savent que ne serait-ce que la question de la gestion des effluents d'élevage est une question importante. Et pour mener toutes ces missions à bien, les vétérinaires doivent participer, développer la recherche, développer la formation de leurs confrères et de leurs consoeurs via la formation continue tout au long de leur vie. Et donc, on pourrait un petit peu synthétiser en disant que la mission du vétérinaire, eh bien, c'est d'accroître l'harmonie de l'interaction homme-animal dans notre société. Tout cela, ça va se faire bien évidemment en continuant à acquérir des savoirs, des connaissances, mais pas seulement. La formation vétérinaire, c'est un trépied. Certes, il y a les savoirs. Également, en termes de raisonnement, ce que vous allez apprendre à faire, c'est à raisonner, c'est à acquérir un raisonnement clinique. Vous allez observer un animal ou un élevage, vous allez noter un certain nombre de points, vous allez bâtir une hypothèse pour comprendre ce qui se passe, et puis vous allez réfléchir à tous les examens complémentaires ou à toutes les actions complémentaires que vous allez devoir mettre en œuvre pour étayer, faire aboutir votre raisonnement et proposer un diagnostic. Donc tout ça, c'est sur un socle de connaissances, mais vous allez aussi devoir acquérir des savoir-faire et acquérir des savoir-être. Alors je vais y revenir dans une ou deux diapositives. Donc l'ensemble de ces savoirs, savoir-faire et savoir-être, c'est ce qu'on appelle les compétences. Et ces compétences, nous avons un référentiel. Donc ça aussi, vous pouvez le trouver sur notre site. Et le référentiel, il est bien évidemment commun aux 4 écoles vétérinaires. Vétérinaire des métiers des compétences, référentiel d'activité professionnelle et de compétences à l'issue des études vétérinaires. Donc, si je résume un peu, c'est un petit peu comme le programme du lycée ou le programme de la prépa ou le programme de la licence. Voilà, nous avons un programme commun aux écoles vétérinaires de France et ce programme, il doit correspondre à des standards européens et nous avons une organisation qui s'appelle la 3EV, qui vient régulièrement dans les établissements et qui vérifie que les objectifs du référentiel sont bien mis en œuvre. Et bien évidemment, notre école est complètement accréditée par la 3EV. Et donc, le but du jeu, avec les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs, c'est de vous faire acquérir les compétences de base qu'on appelle les Day One Skills, c'est-à-dire les compétences au premier jour. Vous devez, dès votre sortie de l'école, vous devez être capable de vous débrouiller en totale autonomie. Alors, quelles sont ces compétences ? Eh bien, comment est structuré le référentiel ? Le référentiel, il est structuré en 4 compétences qui sont très spécifiques du métier de vétérinaire et vous verrez 4 compétences plus transversales. Donc, la première grande compétence, c'est conseiller prévenir, parce que tout simplement, avant de soigner un animal, parfois les animaux ne sont pas malades ou les élevages, tout va bien, mais simplement, on écoute, on regarde, on conseille, et comme en médecine humaine, on essaie de faire de la prévention pour éviter que les animaux soient malades ou pour éviter qu'il se passe des problèmes dans l'élevage. Donc, conseiller, prévenir. Et ensuite, évidemment, s'il y a un problème, il va falloir établir un diagnostic,
Donc ça, c'est comment dirais-je, c'est là que vous allez apprendre ce raisonnement clinique global que vous allez apprendre certes à conduire sur un animal isolé comme un chat ou un chien, mais que vous allez aussi apprendre à conduire par exemple dans un élevage en réalisant un audit. Vous allez recueillir les informations, formuler des hypothèses, les valider avec des examens complémentaires éventuellement. Donc c'est un des grands piliers de votre apprentissage. Et puis une fois que vous aurez établi votre diagnostic, évidemment, il va falloir soigner, traiter pour résoudre la situation. Et en faisant tout ça, vous ne devez jamais perdre de vue que vous allez agir pour la santé publique. Alors, je vous donne un seul exemple. Il y a un problème dans un élevage. Vous pouvez soigner les animaux en mettant tout le monde sous antibiotiques de façon très large. Eh bien, le problème des antibiotiques, vous le savez, c'est qu'il va pouvoir y avoir des résidus dans la viande qui sera issue de ces animaux. Donc, certes, vous aurez soigné les animaux, mais en termes de santé publique et de sécurité des aliments, peut-être que votre choix n'aura pas été le bon. Voilà, juste une illustration de cette quatrième compétence globale. Donc ça, c'était vraiment les compétences très spécifiques du métier de vétérinaire, mais il y a aussi des compétences transversales. Un vétérinaire, c'est un manager. Vous allez gérer une entreprise, vous allez gérer du personnel. Donc il y a des choses à apprendre. Un vétérinaire, c'est quelqu'un qui doit communiquer. Je vous l'ai dit, savoir-être, vous allez devoir savoir comment parler à vos clients, que ce soit les propriétaires d'animaux, que ce soit les éleveurs. Voilà, vous allez devoir apprendre à leur communiquer les nouvelles. On va le voir dans quelques diapositives. Vous allez devoir agir en scientifique. Vous allez apprendre à conduire votre raisonnement clinique sur des bases scientifiques et vous allez devoir agir de manière responsable. Donc, nos objectifs, c'est de vous dispenser des enseignements théoriques, pratiques et cliniques qui vous permettent d'acquérir toutes ces compétences et de vous fournir un contenu pédagogique, de l'aide et de l'accompagnement. Mais par contre, vous allez être dans l'enseignement supérieur. Donc, votre objectif à vous, c'est d'avoir une démarche de type proactive pour s'assurer que toutes les compétences que nous vous demandons d'acquérir, eh bien, vous les avez acquises. Vraiment, il y a vraiment une notion de responsabilité de votre part par rapport au déroulement de votre cursus. Donc, c'est une démarche collaborative. Donc, les modalités pédagogiques, eh bien, nous avons une très forte proportion de méthodes pédagogiques actives, des travaux dirigés, des TP, des travaux cliniques. Nous essayons vraiment de favoriser le décloisonnement interdisciplinaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas une matière qui est la microbiologie ou une matière qui est, comment dirais-je, la physiologie. Il y en a évidemment, mais nous essayons vraiment que nos unités de compétences réunissent des enseignants de différentes disciplines. Nous avons une pédagogie de contrat. Pour chaque unité de compétences que vous allez valider, vous aurez des objectifs d'apprentissage qui seront définis. Vous saurez ce qu'on attend de vous, vous saurez ce qu'on vous demande. Et puis évidemment, alors ça n'est plus très novateur maintenant, bien évidemment, nous avons des ressources pédagogiques variées, nous avons une plateforme numérique, ça c'est le site de notre plateforme Eve, sur laquelle vous trouvez tout ce qu'il faut pour votre enseignement. Nous avons mis aussi en place un système de tutorat. Donc, vous aurez un tuteur enseignant de désigné qui va vous accompagner pendant les 5 années, mais surtout pendant les 4 premières années, et qui va vous guider dans la validation de votre projet personnel. Vous savez que dans l'enseignement supérieur, une année, c'est 60 CTS, 60 crédits. Et bien, sur les 4 ans, vous aurez 20 crédits que vous validerez, si je puis dire, de la manière que vous choisirez, en faisant des formations complémentaires, en faisant des stages, mais on peut aussi valoriser des engagements citoyens, on peut valoriser des engagements culturels, des engagements sportifs, mais pas que. Vous ne pouvez pas valider l'ensemble de vos ECTS avec ce type d'engagement, mais nous les reconnaissons aussi. Et c'est votre tuteur qui va vous guider tout au long de ce parcours. Je vous l'ai dit
dans la diapositive sur les savoir-faire, vous allez devoir apprendre des gestes. Et nous avons une devise. La devise, c'est jamais la première fois sur un animal. Et puis aussi jamais la première fois sur un client. Alors, comment fait-on? Eh bien, les 4 écoles, et en particulier Alfort, ont développé des plateformes d'apprentissage des gestes techniques sur modèle inerte et mannequin. Ici, par exemple, vous voyez un étudiant qui s'entraîne à faire un vélage. Et ce que vous avez ici, c'est un mannequin, c'est un modèle. Alors évidemment, vous voyez que c'est un modèle spécialement créé pour l'enseignement vétérinaire. Mais la première fois que vous ferez toutes ces opérations, eh bien voilà, ça ne sera pas sur un animal réel. Et puis, de la même façon, vous apprendrez tout simplement sur des pluches, mais bien évidemment plein d'autres dispositifs, à faire une injection, par exemple, sur un chat ou sur un chien. Et puis ici, vous apprendrez à vous comporter face à un client. Ici, vous avez la reconstitution d'une clinique vétérinaire et là, vous avez une étudiante et ce monsieur, c'est un comédien. Et ce comédien, l'étudiante va soit lui annoncer des bonnes nouvelles, soit lui annoncer des mauvaises nouvelles. Et les mauvaises nouvelles, ça peut être le prix de la facture, le montant de la facture, pardon, ça peut être le fait qu'il faut euthanasier son animal, et il faut savoir faire ça. Et le comédien va vous jouer le rôle de toutes sortes de clients différents et vous allez apprendre à réagir pour avoir des armes pour affronter les mêmes situations dans votre vie professionnelle. Donc ça, c'est les modalités pédagogiques concrètes au sein de l'école. Vous allez bien évidemment dans tous nos hôpitaux, puisque j'ai oublié de le commenter tout à l'heure, mais dans l'ensemble de nos hôpitaux, nous recevons beaucoup d'animaux. Nous voyons plus de 40 000 animaux par an. Donc ça, c'est une force pour nous. Donc nous avons la possibilité de vous mettre en situation. Vous pouvez suivre des consultations réelles d'animaux et puis nous pouvons aussi, bien évidemment, vous emmener dans des élevages. Vous voyez ici des étudiants en élevage bovin, des étudiants qui apprennent à fouiller des vaches. C'est le terme consacré. Là, ici, vous avez une illustration de notre chuve animaux de compagnie, ici l'extérieur, le bâtiment. Et vous voyez ici les étudiants qui prennent en charge les propriétaires dans la salle de pré-consultation, donc toutes les opérations qui se situent avant la consultation. Et ici, des étudiants qui, devant les étudiants de leur groupe, eh bien, présentent le cas à un enseignant qui va les guider et, dans leur apprentissage de ce diagnostic. Donc voilà, d'autres vues de l'ensemble de nos dispositifs et puis sans oublier que nous vous emmenons aussi visiter et comprendre comment fonctionnent les abattoirs. Des vues qui illustrent ces modalités, comme je vous l'ai dit, dans notre campus équin, qui est, lui, beaucoup plus vert par la force des choses. Vous avez ici une piste pour faire trotter ou galoper les chevaux. Vous avez ici, dans ce campus équin, énormément d'appareils d'imagerie médicale de très très haute qualité, de l'IRM, de l'échographie, du scanner, que ce soit couché ou debout. Et puis alors, ce que nous appelons familièrement la piscine, mais un nouveau dispositif qui a été inauguré au printemps dernier, qui permet là d'observer, vous voyez en fait ici vous avez l'anneau de la piscine et puis on a des fenêtres et on peut voir les mouvements du cheval lorsqu'il nage tout autour de la piscine. Donc vraiment des équipements de pointe sur nos deux parties de campus. Sans oublier la faune sauvage. Donc la faune sauvage, ce qui est bien, c'est que vous pouvez y aller assez tôt dans votre cursus et là, vous pouvez manipuler des animaux. Vous voyez ici un hérisson, un écureuil et vous apprenez sur ces animaux à pratiquer là aussi les gestes. Vous partez aussi en stage. Donc, vous avez des thématiques de stage obligatoires, exploitation laitière, rurale, l'abattoir. Vous avez une semaine obligatoire en abattoir et puis vous avez des stages en clinique à dominante rurale en 4e année. Donc, ça, c'était les stages obligatoires. Et puis, par contre, là, vous pouvez, dans le cadre de votre projet personnel, faire tous les stages que vous voulez, dans tous les domaines que vous voulez, à raison de 20 ECTS au cours de vos 4 premières années. Donc, là, vous retrouvez cette progression sur ce schéma
En première année, on va surtout vous apprendre à aborder les animaux. Vous allez faire quand même vous allez encore apprendre beaucoup de choses fondamentales, mais on essaie vraiment de vous mettre le plus possible et le plus rapidement possible en présence des animaux. En deuxième année, une fois que vous saurez les tenir sans trop vous blesser, eh bien, on va commencer le raisonnement et l'observation médicale et vous allez faire de la propédeutique. Et puis en troisième année, eh bien, vous allez progresser un petit peu plus. Vous allez pouvoir mettre en pratique les gestes techniques que vous aurez appris dans les salles de simulation. Et puis en quatrième année et en cinquième année, alors là, vous allez être plongé dans la clinique et vous allez pouvoir mettre en pratique le raisonnement clinique et l'approfondir en cinquième année dans le domaine que vous aurez choisi. Donc, cinquième année, on revient dessus. Des possibilités d'approfondissement en animaux de compagnie, en équidés, en animaux de production, la voie de la recherche, la voie de l'industrie, le fait que là aussi, ce qu'on range dans la case industrie, parce qu'on n'allait pas créer une case de plus, vous pouvez basculer à ce moment-là dans une école de commerce. Cette année, nous avons 3 étudiants qui sont à l'ESSEC et qui vont valider leur cinquième année vétérinaire en réalisant leur première année à l'ESSEC. Et puis, je vous en ai déjà largement parlé, la voie de la santé publique vétérinaire. Alors, pour mettre tout ça en œuvre, eh bien, nous aussi, nous apprenons tous les jours. Vous allez évaluer systématiquement vos enseignements. Vous aurez des questionnaires, vous nous direz ça va pas. Et puis, bah, quand ça va, on apprécie les compliments. Et quand ça va pas, eh bien, on essaie d'améliorer selon la célèbre roue planifier, réaliser, évaluer, améliorer. Voilà, et on essaie de pas trop tourner en rond et d'améliorer beaucoup les choses. Et tout ça, on le fait et un certain nombre d'organisations viennent vérifier que on le fait vraiment. Donc, pour finir, au-delà de la formation initiale que je viens de vous dérouler, je vous l'ai déjà dit, 3 internats possibles au sein de l'école, mais quand vous avez fait l'école d'Alfort, vous pouvez aussi aller faire votre internat dans une des 3 autres écoles. Le concours est commun et en fonction du classement, ben, là encore, vous choisissez votre école. Donc, les animaux de compagnie, les animaux de production. Et vous aurez un diplôme national d'interne des écoles vétérinaires françaises. Et puis, vous pourrez, si vraiment vous êtes bien chez nous, vous pourrez continuer, rester chez nous pour faire votre résidanat. Et là, par contre, vous plongerez vraiment dans une spécialisation très pointue. Vous voyez tout de suite qu'on ne parle plus d'animaux de compagnie, d'animaux de production, on parle de neurologie, on parle d'ophtalmologie vétérinaire, on parle de chirurgie des équidés, on parle plus simplement des chevaux, mais de la chirurgie des équidés, etc., etc. Et puis, comme je vous l'ai dit, quand vous serez sorti diplômé, eh bien vous reviendrez et nous avons ici l'illustration du catalogue de formation continue que vous aurez obligation tout au long de votre vie de vétérinaire de continuer à vous former régulièrement. C'est organisé par l'ordre des vétérinaires, le contrôle de cette formation et nous aurons le plaisir de vous revoir. Donc, vous l'avez compris, notre école, riche de notre histoire. Donc, vous voyez ici l'amphi dans sa version ancienne et l'amphi rénové dans lequel vous aurez des cours, sans masque, je l'espère un jour. Nous sommes en constant renouvellement. Nous faisons évoluer nos 2 campus et notre objectif, c'est que vous ayez une formation complète et polyvalente à travers un continuum pédagogique. Tout est lié, à travers des cliniques et des équipements de pointe, à travers des parcours personnalisés au-delà du tronc commun et avec votre tuteur à travers un accompagnement personnalisé et aussi une vie étudiante riche sur le campus. Voilà, c'est ça, c'est les étudiants qui vous en parlent le mieux. Donc, nous avons choisi de ne pas nous attarder sur cet aspect, mais sachez qu'il est important pour nous aussi. Donc, je suppose que vous avez fait ou que vous allez faire la visite virtuelle de l'école et j'espère que, voilà, que vous l'apprécierez. Et je n'ai pas fait plus court que le professeur Château, donc mes étudiants vont me taper sur les doigts et je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Alors, je vais sortir de là. Alors, je vais mettre ma caméra juste pour vous tout petit peu. Donc, voilà, je vais quand même flouter. Je suis dans mon bureau. Comme ça, vous aurez vu mon bureau. Mais je vais flouter l'arrière-plan.
Voilà. Alors, allez-y, les étudiants m'aident là. Alors, qu'est-ce qui différencie les quatre Ah ben, je vois que Henri a déjà commencé à répondre. Ben, je sais pas. Je laisse ma modératrice me poser les questions. Comment voulez-vous procéder? Oui, bah, je vais vous poser les questions, comme ça je vais reprendre du début. Alors, Ouais. il y avait Thomas qui demandait combien il y a de places cette année en voie A-TB. Deux, il y en a toujours deux en voie ATB. C'est vrai, alors le prenez surtout pas en mauvaise part, on met pas la voie ATB sur on n'a pas mis la voie ATB sur comment dirais-je, le tableau, mais évidemment, elle existe et il y a toujours deux places. Alors ensuite, on a est-ce que le concours B peut être passé après les 3 ans de licence ou c'est obligatoirement à la fin de la deuxième année? Alors, c'est là où j'ai un trou et vous posez tous cette question. Alors, je vais vous mettre dans le chat parce que ça a changé deux, trois fois. Je vous mets dans le chat comment dirais-je, le lien vers le site du service des concours Agroveto. Et alors là, franchement, c'est là où tout est expliqué. Et voilà. Ben, merci. Il y en a qui donnent eux-mêmes la réponse, mais j'ai trop peur de vous dire une bêtise. Je préfère que vous alliez regarder sur le site du concours. Le Alors, passé depuis la L1, je suis un peu étonnée, mais bon, écoutez, je veux bien vous croire. J'avoue, c'est pas ma spécialité là. Voilà. Je vous écoute, Solène. donc ensuite, comment choisissez-vous les étudiants qui souhaitent entrer dans votre école? Alors, ce qui se passe, c'est que actuellement, pour toutes les voies de concours qui ne sont pas le concours post-bac, nous ne choisissons pas ce ne sont pas les enseignants ni l'équipe d'Alfort qui choisit. Vous passez le concours avec des épreuves qui, évidemment, nos enseignants ont participé à la définition du programme du concours et à la définition des épreuves, mais il y a un service dédié dont je vous ai mis le lien du site internet. Et si vous voulez, en fait, nous, au mois de juillet, on reçoit la liste de nos lauréats du concours A, la liste de nos lauréats du concours B, etc., etc. Le choix n'est pas effectué par nous. Alors, je ne sais pas si Henri veut compléter, parce que c'est compliqué de suivre le chat en même temps et de voir. Oui, juste une petite précision là-dessus. Si la question était de savoir comment, quand on est lauréat du concours, on choisit dans quelle école on va Oui, parmi les quatre, hein, oui. ça dépend exclusivement du classement. Donc, vous vous proposez individuellement des préférences pour une école et mieux vous êtes classé, plus vous avez de chances d'aller dans celle que vous avez mis en numéro 1 sur la liste. Ouais, voilà. Alors moi je vois pourquoi avoir une semaine obligatoire de stage en abattoir. Je vais peut-être répondre par une boutade, parce que si on ne le rendait pas obligatoire, spontanément, vous n'iriez pas. Et vraiment, on insiste là-dessus. Un diplôme polyvalent avec cette valence de santé publique vétérinaire qui est incontournable et vous n'avez pas le choix, il faut que vous en passiez par là. Voilà. Et c'est très intéressant, croyez-moi. Voilà. Sur la création d'une école vétérinaire privée, va-t-elle changer les admissions et les cursus? Là, je pense, Henri, enfin, là, je sais pas, Henri, si tu veux dire quelques mots. Pour le Oui, moment, c'est pas fait, hein, donc, ouais. oui, on peut rebondir là-dessus. Effectivement, c'est une activité très récente, mais qui n'est pas encore fait, hein, puisque c'est pas encore voté, même s'il a commencé à y avoir des discussions au Sénat en tout cas. Nous, à ce stade, ça ne change rien aux écoles publiques, hein. Ça ne change rien aux écoles publiques. Nous, on continue notre travail dans la même direction, en continuant à s'améliorer. Et voilà, hein, donc a priori, ils n'ont pas de changement pour le public. Donc après, on avait comment la voie post-bac va influencer les effectifs pour les autres voies d'admission. Alors, Alors, tu y vas? non, mais comme tu veux. Vas-y, Catherine. La voie post-bac, il y aura 40 élèves de prix. Donc, pour la rentrée prochaine, ces élèves rentreront en première année et toutes les autres voies de concours, donc ce qui sera une nouvelle première année, et toutes les autres voies de concours rentreront en deuxième année. Donc, l'année prochaine, les chiffres que je vous ai cités, les 110 par la voie A, les 2 ATB, les 17B, les 30C, etc., ne bougeront pas, d'accord, pour la rentrée prochaine. Par contre, l'année d'après, nos 40 post-bac passeront en deuxième année et ces 40 places seront prises sur la voie A.
Donc, il n'y aura plus 110 étudiants par la voie A, mais il n'y en aura plus que 70. Alors, je vous cite les chiffres alforiens. Globalement, les ordres d'idées sont les mêmes dans les écoles, mais chacune des 4 écoles a le droit de ne pas prendre exactement. On prend tous 160 étudiants dans une promotion, mais l'équilibre entre les concours peut être différent entre les écoles. Voilà. Donc ensuite, on a Mathilde qui demande, en 5e année, il n'y a pas d'approfondissement en AC et animaux sauvages? Non, il n'y a pas d'approfondissement pur en AC et en animaux sauvages parce que les débouchés professionnels pour cet approfondissement pur eh bien, ne sont pas si importants que ça. Donc, ça serait irresponsable de mettre 50 étudiants parce que vous seriez très nombreux à vouloir réaliser cet approfondissement. Et puis ensuite, vous n'auriez pas le travail derrière qui correspondrait à ce que vous avez approfondi. Donc, ça ne conviendrait pas. J'ai oublié de dire que par contre, on essaye de mettre en place des approfondissements mixtes, équine bovine par exemple, et on réfléchit à bovine canine, c'est-à-dire les animaux de compagnie, voilà, mais pas du pur NAC et pas du pur NAC ou du pur faune sauvage. Et puis j'ai vu comment se passe la sélection pour la 5e année. Bah écoutez, jusqu'à présent, on arrive à faire que chaque étudiant obtient la voie d'approfondissement qu'il souhaite, en tout cas à Alfort. Alors je dis jusqu'à présent parce que depuis quelques années, la taille de nos promotions augmente. Il y a encore 5-6 ans, on était à 120 étudiants. En ce moment, on gère en 5e année des promos de 140. Bientôt, ça va être 160. Donc, il y aura peut-être un moment où quand même, on regardera les résultats que vous avez eus avant pour vous donner la voie d'approfondissement que vous souhaitez. Mais en toute honnêteté, pour le moment, on n'a pas encore eu besoin de mettre ce verrou. Mais j'en parle parce qu'il n'est pas impossible que le verrou arrive néanmoins. Et dans ces cas-là, vous savez, ça serait bon, évidemment sur vos résultats, mais aussi sur votre parcours, sur ce que vous avez fait de votre projet personnel. Vous voulez faire de l'équine, eh bien, il faut faire les stages qui correspondent. Voilà, il faut vous forger un CV, un parcours et une expérience. Autre. Alors, Oui. On a Louise qui demande qu'est-ce qui différencie les 4 écoles? Qu'est-ce qui différencie les 4 écoles? Comment synthétiser ça? Déjà, bon, il y a leur localisation géographique. Ça, c'est une chose, hein. C'est sûr qu'à Alfort, évidemment, je parle en temps normal, vous prenez le métro et en 10 minutes, vous êtes au centre de Paris. Alors, si vous êtes citadin, ça va vous plaire. Par contre, si vous avez besoin d'air pur, vous allez peut-être être un peu malheureux et vous auriez été plus heureux à Toulouse où vous êtes plus près de la campagne. Après, c'est vrai qu'en 5e année, les approfondissements sont un peu différents. Le tronc commun, globalement, c'est le même. Vous avez vu, on a le même référentiel. Alors, on n'a pas le même emploi du temps, heure par heure et jour par jour, mais on a le même référentiel. Par contre, les approfondissements sont différents dans les écoles. Et là, je vous engage à aller regarder sur les sites des écoles, puisque nous publions nos maquettes de 5e année, donc d'approfondissement sur nos sites. Mais sachez aussi que en 5e année, vous pouvez changer d'école. En tout cas, vous pouvez demander à changer d'école. Si vous êtes à Alfort et que vous voyez que tel approfondissement vous plaît plus dans une autre école, personne ne vous empêche, en tout cas, de poser votre candidature. Et donc, nous avons régulièrement de l'ordre de 5 à 6 étudiants, soit qui viennent d'une autre école faire leur A5, soit qui vont dans une autre école faire leur A5. Voilà. Autre chose sur les écoles, Henri, je ne sais pas quoi ajouter de plus. Alors, toutes les questions. Pour rebondir sur. Bah, le référentiel est le même. Hein, donc, le produit fini, c'est nos étudiants, le produit fini. Le produit fini doit être le même, quelle que soit l'école. Et donc, effectivement, comme disait Catherine, il peut y avoir des voies pour arriver à cette compétence finale qui sont un tout petit peu différentes, avec des programmes qui peuvent être un peu différents, mais on fait tous la même chose.
Après, il y a des spécificités un peu historiques dans chaque école parce qu'il y a certains domaines qui sont plus portés par de la recherche, par exemple, qui font qu'il y a certains domaines où il peut y avoir un peu plus de développement dans des écoles, mais tous les objectifs sont remplis dans toutes les écoles. Alors, je vois des questions pointues sur les voies de concours. Moi, on ne peut pas vous recommander une voie de concours. Enfin, sincèrement, ça dépend tellement de votre parcours, de choses qui vous sont personnelles. Voilà. Donc ça, c'est compliqué. La prépa ATS Bio est-elle obligatoire après un BTS ou peut-on passer le concours C en deuxième année de BTS? Écoutez, je ne pense pas. Je crois que la prépa ATS Bio est obligatoire, il me semble. Mais c'est à vérifier à nouveau sur le site du concours. Voilà. Eh bien, il est 14 heures. Je laisse ma modératrice décider. Je réponds à la dernière question de Lucie là, que je vois apparaître. En quelle année commence-t-on la pratique? Dès la première année, Lucie. Donc, dès la première année, on commence à manipuler des animaux. Après, ça dépend ce qu'on entend par la pratique. Hein. Si c'est la pratique médicale, poser un diagnostic, faire un traitement, ça, évidemment, ça arrive plus tard. Donc, c'est progressif. Vous avez vu ce schéma avec la flèche de la progression de vos apprentissages. Du coup, je crois qu'il ne restait qu'une seule question sur les critères d'admission des étudiants en post-bac. Ce n'est pas vraiment le sujet de cette conférence-ci. Je ne sais pas si tu veux synthétiser. Oui, non, mais je peux synthétiser très rapidement. Effectivement, là il y a des conférences dédiées pour ça. Mais sur la voie post-bac, le critère, il est d'abord académique. Hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sélection sur les notes au lycée, première terminale. Première étape de la sélection. Et après avoir fait cette sélection sur les notes première terminale, il y a une série d'épreuves qui se passent en présentiel pendant la terminale, donc au mois d'avril. Et là, ces épreuves sont des épreuves qui vont être organisées sous la forme de mini-entretiens, donc en allant chercher des critères sur des qualités personnelles, des qualités de motivation, bien sûr, et puis d'ensemble de critères qui permettent de comprendre l'adéquation de chaque candidat au métier de vétérinaire. Voilà, quelle est l'école la plus demandée des 4? J'ai répondu, ça dépend vraiment des années. C'est un sujet que je connais bien puisque c'est moi qui suis les résultats du concours l'été. Ça dépend des années et puis c'est surtout très variable. Sincèrement, les gens du sud de la France, pour des raisons personnelles qu'on peut comprendre, ils demandent beaucoup Toulouse et des fois ils sont très malheureux d'avoir Alfort et puis les Parisiens ils veulent Alfort. Donc voilà, il y a dans les écoles que vous demandez, il y a quand même une très 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 forte composante géographique personnelle. Oui, tout le monde rentrera en deuxième année pour répondre à Inès. Hein. Donc, quand la voie post-bac sera mise en place, la voie post-bac sera entrée en première année et toutes les autres voies arriveront en deuxième année. Du coup, par la question de Laurent, pour la rentrée prochaine, est-ce que les admissions sont réservées aux sortants du lycée ou est-ce qu'en étant en prépa, ils peuvent y prétendre? Oui, non, très bonne question. C'est réservé aux lycéens et je vais même plus loin que ça, c'est réservé aux primo-bacheliers, c'est-à-dire quelqu'un qui redoublerait sa terminale n'aurait pas le droit de se représenter à la voie post-bac. Donc uniquement les élèves en terminale de cette année. Bon, a priori, on a fait le tour des questions. Eh bien, merci beaucoup et bonne continuation de visite virtuelle à tout le monde.